Alors, bonsoir tout le monde. Merci d'être ici en grand nombre. Et merci à l'équipe du théâtre qui, comme d'habitude, nous accueille bras ouverts et nous installe, nous chouchoute quand on arrive pour s'installer, puis que tout marche dans les micros. Alors, je suis Nicole Desgagnés, je suis une des porte-paroles du groupe Arrêt des rejets émissions toxiques. Je vous rappelle que ce comité-là a été créé à l'hiver 2019, dès qu'on a reçu quelques résultats des familles, des enfants des familles qui avaient été testés dans le quartier Notre-Dame. Il est formé de parents d'enfants du quartier puis d'autres citoyens inquiets et mobilisés pour que les choses changent, c'est-à-dire que la santé de la population soit protégée. Et pour faire ça, nous, ça a toujours été l'État qu'on a interpellé parce qu'on pense que c'est la job de l'État de s'assurer de protéger la population. L'activité de ce soir est organisée en collaboration avec le Centre québécois du droit de l'environnement, le CQDE. Alors, c'est un organisme, le seul qui est dédié à l'environnement au Québec, au droit de l'environnement au Québec, puis il a une expertise juridique indépendante. On pourrait l'appeler le gardien des droits de l'environnement au Québec. Je n'irai pas plus loin dans ce qu'ils font parce que notre conférencier va nous l'expliquer tantôt. Je vous situe rapidement dans le contexte de cette présentation-là. Depuis l'hiver 2019, Arrêt documente, vulgarise, on fouille, on s'informe, puis on essaie d'avoir de l'information autant sur la santé que sur les rejets de la fonderie, puis un peu les responsabilités de l'État, les règles, les normes. Pour faire ça, bien, c'est sûr qu'on a fouillé, on a lu, on a fait des rencontres, on a fait plein de recherches, mais puis pour nous autres, l'information, c'est le nerf de la guerre. Alors, il y a certains documents qu'on n'avait pas, il fallait les avoir par le biais des demandes d'utiliser la loi de l'accès à l'information pour les avoir. Fait que, il y en a peut-être qui ont joué là-dedans, c'est pas toujours simple, c'est un petit peu pavé de règles, de délais, de toutes sortes. Fait que c'est pas si simple que ça. Dans le cas qui va vous servir d'exemple ce soir, ben, on essayait d'avoir un rapport de la fonderie Horn, en fait, qui était déposée au gouvernement, là, la déclaration annuelle de la fonderie, puis les annexes qui le concernaient, parce qu'on était capable d'aller chercher beaucoup d'informations là-dedans. Ça nous permettait de comprendre les concentrations par rapport à des tonnages en termes d'arsenic, de bismuth, d'antimoine, toutes des choses très gentilles, de plomb, cadmium, etc. Alors, on avait eu déjà les rapports de plusieurs années précédentes, mais à ce moment-là, le rapport nous est arrivé très caviardé, c'est-à-dire avec des pages où il n'y avait rien, où on avait rayé des informations. On n'était pas trop content, évidemment. Et donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Fait qu'on est allé voir, on est allé selon les règles qui sont possibles pour nous. On nous a dit que la fonderie considérait que c'était des informations confidentielles. Il y avait le droit de faire ça. C'était des secrets industriels et c'est bon, je n'avais plus besoin. Merci, c'est gentil par exemple. Alors, on est allé à la commission d'accès. Alors, je vous fais ça vite parce que tantôt, on va en entendre parler de tout le détail. Grosso modo, la commission d'accès à l'information nous a donné raison. Mais la fonderie est en allée en appel de ça, de cette décision-là. Alors, il va y avoir des étapes à venir et on va vous raconter ce qui s'est passé. Alors, ça va être utilisé un peu comme exemple, puis ça va nous permettre de comprendre pourquoi c'est si compliqué d'avoir accès à l'information environnementale au Québec. Qu'est-ce qui joue vraiment dans notre dossier? Puis, c'est quoi les recours? Qu'est-ce qu'on peut faire comme population pour avoir plus accès à cette information? Le déroulement de la soirée va se faire en deux parties. C'est filmé. Alors, pendant la partie conférence, parce que le CQDE va probablement réutiliser ce document-là, le mettre en ligne. Donc, pendant la conférence, on n'aura pas accès à poser des questions, mais inquiétez-vous pas, on aura une grosse heure après pour poser des questions, puis aller plus loin, puis mieux comprendre. Alors, gardez vos questions pour la deuxième partie. Maintenant, le moment de vous présenter notre personne ressource qui est quelqu'un qui malgré son jeune âge à l'œil, en tout cas, il a l'air d'avoir tout un CV. Alors, évidemment, c'est un avocat, M. Marc Bihaï. J'ai la misère un petit peu, désolé Marc. Titulaire d'un baccalauréat de l'Université de Montréal, en droit, évidemment. Il a été avocat depuis 2007 au niveau avocat en litige. Il a pratiqué au sein de plusieurs petits des cabinets d'avocats jusqu'en 2012, en droit de la famille, en droit civil et commercial. Pendant cette période, il a été auteur de 3 articles qui ont été
publié dans des revues de droit ontariennes, canadiennes. Il s'est joint aussi ensuite au barreau du Québec. Il a représenté cet ordre professionnel-là devant les tribunaux régulièrement, notamment la Cour d'appel. Il a agi comme conseiller juridique au barreau du Québec. Il a alors œuvré en droit administratif, pénal, civil et professionnel. Depuis 2015, Marc est un avocat du CQDE parce qu'il a la conviction profonde que le droit de l'environnement regroupe des enjeux les plus importants du présent et de l'avenir. Alors, on est choyés ce soir. Avant de lui donner la parole, je vais laisser un de ses collègues, Rodrigue Turgeon, un gars qu'on connaît aussi dans la région, qui est avocat, qui nous a accompagnés à Arrêt dans toute cette démarche-là. En fait, il a accompagné Marc Nantel. On vous expliquera pourquoi c'est pas le groupe Arrêt qui a fait la démarche, mais une personne dans toute la démarche. Et Rodrigue a quelques mots à dire en lien avec la présentation que va nous faire M. Bihaï. Merci Nicole. Bonjour tout le monde. C'est avec le plus grand bonheur que on m'a demandé, puis même que j'avais proposé, parce que Marc, la personne qui va s'adresser à vous, je trouvais ça important de vous dire à quel point je la porte en plus haute estime, cette personne-là. Ça a été mon maître de stage. Fait que voilà. Et justement au Centre québécois du droit de l'environnement. Et suite à ce stage-là de 6 mois, j'ai continué à travailler 1 an sous tes officines, commandement, je sais pas, en étant collègue, voilà. Puis, pourquoi je m'adresse à vous en ce moment, j'attache quand même une certaine affection envers ce dossier-là. Parce qu'à l'origine, comme Nicole le mentionnait, on doit, je pense, toute la soirée d'aujourd'hui pourrait pas être possible sans l'acharnement puis la dévotion de Marc Nantel, qui est ici avec nous ce soir, le porte-parole du regroupement Vigilance Mine, qui est à l'origine de toute la démarche d'accès à l'information qui sera discutée. J'imagine que Marc Bichaille va y revenir. Mais toujours est-il, moi j'ai eu le privilège de représenter Marc Nantel devant la commission d'accès à l'information en première instance. Je vous dévoile pas le punch, moi je suis même curieux de voir qu'est-ce que l'analyse de mes arguments que fera Marc Bichaille pendant la soirée. Mais bref, ça a été un plaisir. Je voulais simplement vous remercier les deux Marc, marquer mon affection envers vous. Puis aussi vous dire à quel point la salle, vous pouvez faire confiance à des gens de leur qualité. Puis vraiment, c'était juste ça mon petit mot que je voulais vous dire. Et voilà, fait que c'est pour nous. Puis le Centre québécois du droit de l'environnement, Marc va vous en parler abondamment. Mais ils font pas juste ça, là. Ils font pas juste de l'accès à l'information environnementale. Ils sont de toutes les batailles. Je veux dire, c'est eux qui ont réussi à sauvegarder l'espèce des belugas, notamment là, face à Énergie Est, là, fait que ça fait 40 ans là, qu'ils font leur travail. Fait que vraiment, on est chanceux de les avoir en Abitibi. Et voilà, fait que à toi, Marc. Le magicien d'Oz est là. Merci beaucoup. Merci, Rodrigue, beaucoup pour ces beaux mots. C'était un plaisir de travailler avec toi et un plaisir de continuer à te côtoyer. Merci beaucoup à Nicole et au comité Arrêt pour cet accueil, pour la co-organisation de cette soirée. Et merci aussi au Petit Théâtre pour cet accueil très, très apprécié. Et merci à vous toutes et tous d'être là. Bonsoir à vous. Je suis très content de revenir ici parmi vous aujourd'hui pour parler d'accès à l'information, un sujet qui me tient très à cœur. Alors, pour celles et ceux qui ne connaissent pas notre organisme, le Centre québécois du droit de l'environnement, le CQDE, c'est un organisme à but non lucratif fondé en 1989. C'est, comme Nicole le disait, le seul organisme de bienfaisance au Québec qui offre une expertise indépendante en droit de l'environnement au service des citoyens et de la nature. Et comment on s'y prend? Alors, nos axes d'intervention ici. Le premier, c'est l'information et la sensibilisation. On a
la ligne verte gratuite. Donc, nous recevons des courriels, des appels et nous répondons aux questions pour permettre aux gens de mieux comprendre comment le droit peut soutenir la protection de l'environnement. Nous donnons des conférences comme celle-ci et nous avons Obiter qui fait l'objet de la planche suivante, donc j'y reviens. Le tout avec l'aide de notre clinique juridique, donc qui sont des étudiants en droit supervisés des facultés de droit de l'UQAM, McGill, Montréal et Sherbrooke. Et notre deuxième axe d'intervention au milieu, ce sont tous nos travaux en matière de réforme législative et réglementaire. Par exemple, quand il y a un projet de loi, un projet de règlement qui est proposé, qui est déposé et qui touche à l'environnement, typiquement, le CQDE va l'analyser, va émettre des recommandations, va participer à des consultations publiques, justement pour essayer de faire en sorte que le droit soit mieux en mesure de protéger l'environnement et les citoyens. Le troisième axe d'intervention, complètement à droite, c'est mon chouchou, ce sont les litiges devant les tribunaux. Soit le CQDE va être demandeur carrément, ou bien va être un intervenant dans un dossier qui est déjà commencé entre d'autres parties. C'est quoi Obiter que j'ai mentionné rapidement? Je tiens vraiment à avoir une planche là-dessus parce que c'est probablement, je pense, la partie de notre site web qui est la plus visitée, et avec raison. C'est toute une section de notre site web qui contient beaucoup d'informations juridiques, vulgarisées, gratuites, et c'est sur plein de sujets en droit de l'environnement et aussi sur d'autres notions de base. On peut penser au droit municipal, à la protection des espèces à statut précaire, comme la rainette faugrillon, le caribou, etc. Des principes de base, c'est quoi la différence entre une loi, un règlement et une politique? C'est quoi un contaminant? C'est quoi une attestation d'assainissement, etc., etc. Il y a plein d'affaires là-dedans. Je vous encourage fortement à aller jeter un coup d'œil. Ça se veut très convivial et facile d'accès. Si jamais vous pensez à quelque chose, vous avez une question, vous ne le trouvez pas, vous pouvez aussi nous envoyer des suggestions. Peut-être que ça va se retrouver là après. À quoi sert l'accès à l'information? Pourquoi je veux vous parler d'accès à l'information? Imaginons que vous parlez à une amie qui vous dit « As-tu entendu parler de cette entreprise qui veut faire un nouveau projet dans notre quartier, pas loin de chez nous? J'ai entendu parler que ça va créer des jobs, mais aussi que ça va peut-être polluer. Est-ce que tu en sais plus? » Et vous répondez « Non. J'en avais pas entendu parler avant maintenant, mais je vais me renseigner. Accès à l'information. » Autre exemple, vous parlez de politique avec un ami qui vous dit « Apparemment, il y aurait un grand gaspillage de fonds publics il y a quelques années dans le projet XYZ. Est-ce que ça te dit quelque chose? » Vous répondez « Je ne peux pas faire grand-chose avec des rumeurs, on a besoin de faits, je vais me renseigner. Accès à l'information. » Alors, un dossier, justement, que je pense sert d'exemple intéressant, c'est en 2018, quand le projet hôtier de Sayona Mining à Lamotte a été présenté comme étant juste en dessous du seuil d'assujettissement à la procédure d'évaluation qui inclut généralement des audiences devant le Bureau d'audience publique sur l'environnement, le BAP. Et plusieurs personnes demandaient que ce projet soit assujetti au BAP en vertu du pouvoir du ministre de l'Environnement qui est discrétionnaire, qui est exceptionnel dans certaines circonstances spécifiques. Parce que ce n'était pas assujetti au BAP vu qu'il était juste en dessous du seuil avec ses 1900 tonnes par jour. Alors ça, c'est justement le pouvoir en vertu du fameux article 31.1.1 de la Loi sur la qualité de l'environnement. Et jusqu'à maintenant, je pense que cet article n'a toujours jamais été utilisé, mais apparemment, il serait analysé en ce moment à l'égard du projet de batterie de Northvolt. Mais je vous parle de Sayona parce que c'est grâce à une demande d'accès à l'information et au travail rigoureux du Comité citoyen de protection de l'ESCAR, notamment avec Rodrigue Turgeon, qu'il a été révélé qu'en fait, le projet dépasserait ce seuil de 2000 tonnes par jour. Donc, après quelques démarches, on a obtenu la confirmation que le projet passerait par le BAP.
La situation a évolué depuis. J'ai noté quelques dates avec quelques événements. Mais cette portion-là, la portion projet hôtier de l'ensemble des activités du complexe minier, apparemment, en 2023, on nous confirme, sera bel et bien assujetti au BAP. Mais tout ça pour illustrer comment l'accès à l'information a joué un rôle clé dans l'évolution de ce dossier. Un autre exemple, c'est le cas des prélèvements d'eau. Que ce soit les entreprises d'embouteillage d'eau, comme SK, Coca-Cola, Pepsi, Naya ou autres, que ce soit les mines, que ce soit les usines de pâte et papier, tous les grands préleveurs d'eau doivent déclarer au ministère de l'Environnement combien elles prélèvent. L'eau, c'est un bien commun, ça appartient à toutes et tous, mais quand le public fait une demande d'accès à l'information pour savoir combien chacune de ces grandes entreprises prélève, l'accès lui est refusé en raison du secret commercial. Donc, aux côtés de l'organisme Eau Secours, le CQDA a multiplié les démarches, comme vous voyez, depuis plus de 5 ans maintenant, pour lever le secret sur l'utilisation de notre eau. Et ça semble porter fruit parce que, avec la loi 20 qui a été adoptée cette année, on devrait avoir en principe l'accès à cette information directement en ligne sur le site web du ministère à partir du 1er janvier 2024. Mais on continue de suivre la mise en œuvre de ce nouveau cadre juridique avec les règlements qui ne sont pas encore adoptés. Mais tout ça a commencé par une demande d'accès à l'information. Alors, j'espère avoir illustré de façon un peu convaincante que l'accès à l'information, c'est utile, c'est important. Alors maintenant, comment on fait? Question par curiosité autre que Marc Nantel ici. Combien de personnes parmi vous ici présentes ont déjà fait une demande d'accès à l'information? Levez la main. OK, quand même. Et combien parmi vous, par curiosité, auraient voulu que ça soit plus facile ou plus rapide, que vous auriez pu accéder à plus d'informations que ce que vous avez obtenu? C'est pas mal les mêmes mains levées. Alors, il y a essentiellement deux grands types d'accès à l'information. Il y a ce qu'on appelle l'accès actif à l'information, c'est-à-dire que l'État ne va pas attendre, au contraire, il va activement diffuser l'information. Par exemple, on pourrait voir sur le site web d'un ministère qu'il y aurait des rapports, des données, des études, etc. On peut aller cliquer et voir l'information directement. Ça, c'est bien, c'est ce qu'on veut. Quand on parle d'accès à l'information qu'on qualifie de passif, c'est au contraire, l'État va attendre, l'organisme public va être passif, va attendre qu'il reçoive une demande d'accès à l'information, et là, il va y répondre, et peut-être, si vous êtes chanceux, vous allez obtenir certains renseignements. C'est sûr que c'est moins bon, mais vous avez des droits, et je vais essayer de vous montrer comment les exercer ce soir si vous ne savez pas. Alors, voici ce que je vais mentionner ou rappeler pour comment faire une demande d'accès à l'information. Qui, quand, comment, où et combien ça va coûter. Qui peut faire la demande? Toute personne, c'est clair. Toute personne peut faire la demande. Et la jurisprudence est très claire là-dessus. Toute personne, on l'a confirmé, on l'a reconfirmé, ça veut dire toute personne, ça veut dire tout le monde. En droit québécois, un individu, c'est une personne, mais aussi un organisme à but non lucratif, une compagnie, une municipalité, ce sont ce qu'on appelle des personnes morales, donc ce sont des personnes, donc elles peuvent toutes aussi faire une demande d'accès à l'information. Et ce que ça signifie en principe, c'est que votre demande devrait être traitée exactement de la même façon, peu importe qui vous êtes. Ça, c'est en principe. En pratique, des fois, il y a des écueils, pour le dire gentiment, c'est-à-dire qu'on a déjà vu des critiques être portées sur le traitement des demandes d'accès à l'information. Si ça vous intéresse, je vous suggère de lire vraiment un article de Radio-Canada de l'année dernière intitulé « Pression et jeux de coulisses pour freiner l'accès à l'information au Québec ». Et là-dedans, on apprend qu'apparemment, les demandes d'accès soumises par des journalistes ne seraient pas toujours traitées de la même façon, notamment qu'elles seraient traitées moins vite, ce qui n'est pas censé être le cas. Donc, un enjeu important en matière de mise en œuvre des principes qu'on a dans la loi.
Ça, c'est pour qui. Maintenant, la forme de la demande d'accès, ce que je veux que vous reteniez, c'est que c'est voulu un processus facile. Ça se veut accessible à tout le monde. Tout le monde devrait pouvoir le faire. Vous n'avez pas besoin d'engager un avocat. Vous n'avez même pas besoin de demander à Marc Nantel ou à Rodrigue ou à moi comment faire. Vous pouvez le faire relativement facilement. Il n'y a pas d'exigence de forme, il n'y a pas de formulaire, il n'y a pas de procédure, il n'y a pas de mots spéciaux, il n'y a pas de formule magique. Vous pouvez simplement, même verbalement ou par écrit, faire une demande d'accès à tout organisme public et en principe, on devrait vous répondre et idéalement, on devrait vous donner accès aux informations. Alors, c'est sûr que par écrit ou verbalement, c'est ce que la loi dit, mais on s'entend, c'est bien mieux par écrit, c'est fortement recommandé et vous pouvez vraiment vous y prendre par tout moyen, poste, courriel, télécopieur, pigeon, huissier, tout ce que vous voulez. Quoi demander? Le titre de la loi, on l'appelle la loi sur l'accès ou la loi sur l'accès à l'information. En fait, son vrai titre, c'est la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. C'est important parce que ce qu'on peut demander, en fait, ce sont par exemple, des correspondances, des procès-verbaux, des permis, des autorisations gouvernementales, des contrats, des avis de non-conformité, des sanctions administratives, des constats d'infraction. Mais il faut que ça soit un document ou un renseignement qu'on trouve dans un document. Parce qu'il y a ici quelques exceptions, quelques exclusions. Un document que l'organisme ne détient pas, soit qu'il a été détruit ou qu'il ne l'a jamais eu ou quoi que ce soit, vous soupçonnez qu'il existe, mais peut-être que ce n'est pas cet organisme à qui vous vous adressez, c'est un autre. Donc ça, c'est une exclusion. Sinon, un renseignement qui n'est pas consigné dans un document, ça, je voulais vraiment vous le mentionner. Imaginons que vous savez pertinemment que tel ministère ou telle municipalité sait quelque chose et vous voulez savoir ça. Alors, vous lui faites une demande, mais on vous refuse ou on vous dit on n'a pas cette information. En fait, ce qu'on va vraiment vous dire, c'est que c'est refusé en vertu de l'article 9. Vous allez fouiller, vous n'allez pas trop comprendre. Des fois, quand on creuse, ce qu'on finit par comprendre, c'est que il n'y a pas de document où l'information est consignée. C'est quelque chose qui a été peut-être dit dans une rencontre, mais il n'y a personne qui en a pris note, donc ce n'est pas dans un document. Donc, la loi ne vous donne pas accès à ce renseignement-là. Ensuite, quoi demander? Un dernier mot là-dessus. Attention vraiment à l'ampleur de la demande. C'est en bon français un rookie mistake. C'est quelque chose qu'on voit des fois. C'est de préciser un peu quand même la demande. Il ne faut pas que ça soit trop large. Il ne faut pas que ça fasse en sorte que l'organisme a beaucoup de difficultés à répondre à la demande. Par exemple, si je demande les 20 dernières années de correspondance entre le ministère et telle entreprise, il y a de bonnes chances qu'on va considérer que c'est abusif puis que l'entreprise va pouvoir ne pas répondre à la demande. Préciser le type de document, ça peut être utile aussi. Si on sait qu'on veut juste les correspondances, c'est mieux juste les correspondances. Par exemple, dans les 6 derniers mois ou dans la dernière année, c'est déjà pas mal plus restreint que tous les documents. Alors, il faut faire ça quand c'est possible, mais il faut faire attention parce que plus on est étroit dans notre demande et plus on risque de passer à côté de l'information qu'on cherche. Donc, ça peut devenir un peu un art, mais honnêtement, c'est à force de s'essayer qu'on finit par comprendre comment ça fonctionne. Alors, lâchez-vous. Ensuite, à qui faire la demande? Vous avez peut-être déjà en tête un organisme public ou deux. Il y a une liste. Ça, c'est pas la liste. Ça, c'est la table des matières de la liste. La liste fait des centaines de pages parce que dans la liste, vous avez les coordonnées de toutes les personnes responsables au sein de chacun de ces organismes publics qui est obligé, selon la loi, de répondre à vos demandes d'accès à l'information. Il y a même déjà eu des litiges sur est-ce qu'un organisme public donné est un organisme public assujetti à la loi ou non. Décision intéressante dans l'affaire SIDEX récemment. Les délais, c'est en principe dans les premiers jours que vous envoyez une demande d'accès à l'information que vous devriez recevoir un accusé-réception. Je dirais à peu près 4-5 jours. Là, c'est ce à quoi on s'attend. Des fois, il n'y en a pas, ça peut arriver, mais la loi prévoit que l'organisme public est censé vous donner un avis de réception de la demande. Et le délai de réponse pour l'organisme, c'est pas 20 jours, c'est avec diligence et au plus tard dans les 20 jours. Et la loi prévoit aussi que l'organisme public peut unilatéralement
sans nécessairement fournir de motif, prolonger ce délai d'un maximum de 10 jours. Donc, la loi dit avec diligence, maximum 20 jours peut être prolongé. Très souvent, ça finit par être 30 jours. Une chose aussi à mentionner là-dessus, c'est que si vous n'avez juste pas de réponse dans ces 30 jours-là, vous n'avez pas d'accusé de réception, pas de réponse, rien, ça, c'est considéré, selon la loi, comme un refus. C'est important de le garder en tête, je reviens là-dessus. Et les frais, combien ça coûte? En fait, c'est gratuit. C'est gratuit. La seule exception, c'est que si l'organisme public doit faire des photocopies, doit payer pur à l'auteur pour vous envoyer des documents, des choses comme ça, la loi prévoit avec un tarif qui peut vous réclamer certains frais, mais l'organisme public va vous envoyer un avis avant de faire les photocopies, avant d'engager les frais, pour que vous ayez le choix d'accepter ou non les frais. Mais en principe, c'est gratuit. Je vous donne un exemple. Si le document que vous demandez est déjà en forme numérique, c'est déjà un PDF dans un ordinateur qui est au sein du gouvernement, et vous demandez l'accès à ce document-là par courriel, vous ne devriez pas avoir des frais à payer. Si jamais tout ça n'est plus frais dans votre mémoire dans quelques semaines, quand vous arrivez enfin à faire votre demande d'accès à l'information, rendez-vous sur la page Obitaire. Ça, c'est des hyperliens en bleu, donc quand ça va être accessible en ligne, vous allez pouvoir cliquer et aller directement à la page « Comment faire une demande d'accès à l'information » sur notre site web, qui répète essentiellement tout ce que je viens de dire. Il y a aussi le site web de la Commission d'accès à l'information, qui est très bien, moins bon qu'Obitaire, mais très bien aussi. Et vous avez aussi la ligne verte du CQDS si vraiment vous arrivez à une question pointue, puis là, vous ne savez pas trop. Alors, si la demande est refusée, par exemple, si vous n'avez juste pas de réponse du tout, le délai pour vous, pour faire quelque chose, pour demander une demande de révision à la Commission d'accès à l'information, c'est de 30 jours. Mais 30 jours à compter de quand? Ça, j'insiste vraiment à vous l'expliquer. C'est 30 jours, en fait, à compter de la réponse, ou, si vous n'avez pas eu de réponse, à compter du délai de 30 jours dans lequel l'organisme était censé vous répondre. La raison pour laquelle ça c'est important, c'est parce que si vous ne respectez pas votre délai de 30 jours, et l'organisme public, par exemple, vous répond bien après son délai, et vous avez passé votre délai de 30 jours, même si c'est lui qui est dans le tort, il pourrait invoquer devant la Commission d'accès à l'information que vous n'avez pas respecté votre délai, et vous pourriez perdre à cause de ça. C'est une jurisprudence que je trouve abominable, mais c'est l'état du droit en ce moment. La forme de la demande de révision à la Commission d'accès à l'information, c'est nécessairement par écrit et vous devez fournir quand même certains documents. Il y a un formulaire, il n'est pas obligatoire sur le site de la Commission d'accès à l'information, mais il faudrait quand même fournir au moins les bases. C'était quoi ma demande d'accès, quelle réponse j'ai eue, quel document on m'a donné. Et ça prend à peu près juste ça. Vous n'avez pas besoin de justifier. Vous n'avez pas besoin d'expliquer, de donner des motifs, d'aller fouiller dans des lois. Vous n'avez pas besoin, juste je demande la révision, c'est tout. Pourquoi c'est comme ça? C'est normal que ça soit comme ça parce que la règle générale, c'est l'accès à l'information. Les exceptions, c'est le refus. Il faut que l'organisme public justifie pourquoi il refuse et c'est lui qui a le fardeau de démontrer à la Commission d'accès à l'information qu'il a raison de vous refuser l'information. C'est à lui de démontrer ça, c'est à lui de le prouver. Et les frais de cette étape-là de la demande de révision à la Commission, c'est gratuit. C'est sûr que si vous voulez être représenté par avocat, souvent il va y avoir des honoraires à prévoir, mais il n'y a pas de frais chargés par la Commission d'accès à l'information pour ce processus, comme on peut en voir devant les tribunaux judiciaires. Je devrais mentionner, si vous faites la demande en votre propre nom comme individu, c'est sûr que vous n'êtes pas obligé d'être représenté par avocat. Des fois, ça peut être une bonne idée. En fait, souvent, ça va être une bonne idée. Si vous êtes une personne morale, donc une compagnie, un organisme à but non lucratif, là, il y a quand même une obligation d'être représenté par avocat pour certaines parties du dossier, pour la plaidoirie. Les règles là-dessus ont changé dans les dernières années. On peut faire plus de choses comme dirigeant d'une personne morale, mais ça prend quand même un avocat pour l'étape de la plaidoirie. C'est d'ailleurs une raison pour laquelle je suggère de faire la demande en votre propre nom individuel, même si vous le faites finalement pour les fins d'un organisme. Souvent, ça va vous permettre au moins d'avoir plus d'options. Alors, je remets cette planche-là
Parce que maintenant que j'ai fait le tour de comment fonctionne une demande d'accès à l'information, il me semble que c'est d'autant plus clair que on veut vraiment un accès actif à l'information parce que c'est bien plus long et plus compliqué de devoir passer par ce processus. C'est important de comprendre comment il fonctionne, c'est important de l'utiliser parce que des fois c'est le seul moyen, mais quand c'est possible, on préfère de loin un accès actif à l'information. Alors, pour un accès actif, il y a un registre qu'on attend depuis 5 ans et je dois absolument vous en parler ce soir. Le registre public, je vais essayer de ne pas trop parler de numéro d'article, mais celui-là, s'il y en a un à retenir, c'est probablement lui. C'est que dans la réforme de la loi sur la qualité de l'environnement, la LQE, en 2017, donc ça fait 6 ans, on nous avait annoncé, après des années de démarches d'organismes comme le CQDE et d'autres, qu'enfin, on allait avoir un accès actif à l'information environnementale en ce qui concerne les demandes d'autorisation environnementale. Donc, autrement dit, une entreprise est censée ne pas porter atteinte à la qualité de l'environnement, mais elle peut obtenir une autorisation pour polluer, pour émettre des contaminants jusqu'à un certain seuil. Et ça, ce sont des informations que le public souvent veut avoir. Et on nous a dit, enfin, en 2017, vous allez pouvoir y avoir accès de façon active, c'est-à-dire que le ministère va publier sur son site web pas juste une liste des autorisations avec un numéro puis des indications cryptiques sur les articles de loi, mais on va avoir accès aux documents eux-mêmes. On va pouvoir directement cliquer et voir l'autorisation et comprendre ça va être où, c'est quoi les conditions qui entourent ce projet, c'est quoi les contaminants qui vont être émis, etc., etc. Donc, cette amélioration promise, pouvoir accéder en un seul clic, ça fait depuis toutes ces années-là qu'on l'attend. On nous avait dit à l'époque que ça devrait prendre à peu près 1 an, là ça fait 5-6 ans. En fait, tous les articles qui sont entrés en vigueur, tous les articles de cette réforme sont entrés en vigueur, sauf pour ce seul article de loi. On nous avait dit à l'époque que c'était des raisons techniques de technologie de l'information et que ça allait s'en venir, mais finalement, on commence à soupçonner que ça doit être peut-être d'autres choses parce qu'on ne l'a toujours pas. Alors, continuez à suivre ce que fait le CQDE parce qu'on ne va pas laisser ça comme ça. C'est sûr que quand il y a une préoccupation par rapport à un projet, par rapport à une activité, par rapport à l'état de l'environnement, souvent l'enjeu, il est pressant. Souvent, c'est quelque chose dont on a besoin rapidement. Il y a une décision qui va se prendre en termes politiques. Il y a des journalistes qui sont intéressés aujourd'hui, ils ne vont pas l'être la semaine prochaine. Donc, les délais, c'est vraiment le nerf de la guerre. Alors, le droit à un environnement sain, donc, vous avez le droit à un environnement sain. Pour pouvoir exercer ce droit, vous devez savoir ce qui se passe. Pour savoir ce qui se passe, ça prend un accès efficace à l'information environnementale. Et c'est la raison pour laquelle le CQDE, en ce moment, est en train de faire une action de mobilisation. Donc, si vous cliquez là-dessus, vous allez pouvoir accéder sur une page web du site du CQDE où vous mettez votre nom à peu près en 3 secondes, ça envoie pour vous une petite correspondance au ministère de l'Environnement disant « On veut enfin avoir ça 6 ans plus tard, l'information en un seul clic, s'il vous plaît. » Alors, participez, parlez-en et suivez nos prochaines actions. Je reviens ici. Je reviens au cas du projet Autier. Pour illustrer, qu'est-ce que ça aurait été si on l'avait déjà à l'époque, ce registre? Parce que, en 2018, on nous disait, voici, le projet est 1900 tonnes, donc il n'y aura pas de BAP. Et là, ça a pris beaucoup de démarches et ça a pris beaucoup de travail soigné, rigoureux pour demander l'accès à l'information, éplucher les documents, comprendre que finalement, ce n'est pas 1900 qu'il va y avoir un moment dans l'année 7 du plan sur plusieurs années où ça va dépasser le seuil. Et tout ça, ça prend du temps, ça prend beaucoup d'énergie. Si on n'avait pas besoin de passer par une demande d'accès à l'information, si tout ça était directement visible sur le site Internet, est-ce qu'on aurait même eu un débat ou est-ce que ça aurait été clair dès le début que le projet est assujetti ou au moins
ce qui a pris plusieurs mois, peut-être plus d'1 an, aurait finalement pris peut-être 1 ou 2 semaines. C'est une question que je pose légitimement parce que ça illustre pour moi toute l'importance de ce registre de l'article 118.5. Alors, vous attendiez ça, je pense, le cas de la fonderie Horn. En fait, en résumé, ce que Marc Nantel veut savoir et ce que la fonderie veut garder secret, c'est essentiellement les détails des intrants dans la fonderie, ce qui entre dans l'usine. L'idée, c'est que ce qui entre dans la fonderie aurait un impact sur les émissions atmosphériques, donc ce qui sort, la pollution qui sort de la fonderie. Alors, ce ne sera pas long. Ça ne marche plus. OK. Alors, cette idée-là, la fonderie, elle n'est pas d'accord. Selon elle, là je résume, là, puis s'il y a quelqu'un de la fonderie, vous pourrez me corriger tantôt, mais la fonderie n'est pas d'accord parce que, selon elle, elle s'assure que son procédé soit le plus stable possible, même s'il y a différents intrants de différents clients ou fournisseurs d'année en année, elle va faire en sorte que les mélanges sont faits de manière à ce que l'alimentation du procédé reste assez stable, de sorte qu'il n'y aurait pas de corrélation entre les intrants et les émissions atmosphériques. Alors, sans doute que je traduis mal la position, mais je pense que l'essentiel est là. Alors, la position des parties, et je résume beaucoup, puis je ne rentre pas dans tous les détails, évidemment, selon Marc, qui était représenté par Rodrigue, et aussi, selon le ministère, une fois qu'on était rendu à la Commission d'accès à l'information, c'était que le seul document au final qui était en litige, il était accessible en vertu de l'article 118.4 de la LQE. Donc, pas 118.5 dont je parlais tantôt, mais 118.4. 118.4, voici la partie pertinente. Toute personne a droit d'obtenir du ministère copie des renseignements ou documents disponibles. Suivant, 4e paragraphe, les états des résultats relatifs au contrôle et à la surveillance du rejet de contaminants et tous les rapports et renseignements fournis au ministre en vertu d'une partie de la loi et des règlements. Alors, selon Marc Nantel, selon le ministère, selon Rodrigue, c'est assez clair. Le document en question est un rapport fourni au ministre en vertu de cette section-là, donc il était accessible en vertu de l'article 118.4. Cet article 118.4, il travaille fort et depuis longtemps. Il fait vraiment un important travail. Il date même des années 70, d'avant la loi sur l'accès. Depuis les années 70, il fournit un accès généreux à beaucoup d'informations sur les contaminants qui sont émis dans l'environnement. Ensuite, avec la réforme en 2017 que je mentionnais, on a rajouté des documents dans cette énumération. Avant, il n'y avait pas paragraphe 1, 2, 3, 4. Il y avait juste un paragraphe sans numérotation. Maintenant, on en a plusieurs. Donc, on a rajouté des éléments, un sur l'autre. C'est super intéressant. Mais le plus important pour nous, pour ce soir, c'est ce paragraphe 4 qui est maintenant dans cet article 118.4 et qui s'applique, selon nous, dans le dossier. Alors, ça, c'est la position de Marc Nantel et du ministère de l'Environnement. La position de la fonderie, je résume très, très rapidement, c'est que le document n'est pas accessible parce que, il n'est pas visé par l'article 118.4, parce qu'il ne concerne pas des contaminants émis dans l'environnement, il concerne des intrants et qu'il n'y aurait pas de corrélation. Je résume très rapidement. 2, le document doit être maintenu confidentiel parce que il y a une exception à l'article 118.4, je ne l'ai pas reproduite, là, mais il y a un deuxième alinéa qui vient dire que l'article 28 de la loi sur l'accès, lui, ce qu'il dit, c'est que s'il y a un document qui a été
obtenus par un organisme public dans le cadre d'une enquête qui sert à réprimer le crime ou les infractions à la loi, ça, c'est un document qui doit être gardé secret. Pourquoi? Essentiellement parce qu'on ne veut pas nuire aux enquêtes. On veut pouvoir laisser aux enquêteurs faire leur travail, ce qui est très compréhensible, ce qui est très important. Le troisième argument de la fonderie, c'est que ce sont des secrets industriels et commerciaux et qu'en vertu de la loi sur l'accès, il y a une exception à la règle générale de l'accessibilité, c'est les secrets des tiers, les secrets industriels et commerciaux. En fait, la fonderie disait que en donnant accès aux informations sur les intrants, une personne qui s'y connaît dans le domaine pourrait utiliser ces informations-là et en savoir beaucoup sur les clients, sur les fournisseurs de la fonderie et utiliser cette information de façon à créer un avantage concurrentiel. Maintenant, la décision de la commission a été que le document est accessible, victoire pour Marc Nantel. Il est visé par l'article 118.4. Je vous cite ici un passage important de la décision de la commission. Les témoignages entendus à l'audience permettent de faire un lien direct entre la composition du matériel traité par la fonderie et les émissions qu'elle émet dans l'atmosphère dans le cadre de ce traitement. Et pour les deux derniers arguments, l'article 28 de la loi sur l'accès, donc qui concerne les enquêtes, ne s'applique pas parce que les informations n'étaient pas obtenues par le ministère dans le cadre d'une enquête. Au contraire, c'était des informations qui étaient fournies de façon régulière, de façon administrative. Et enfin, que l'accès généreux qu'on a à l'article 118.4 de la LQE a préséance sur les articles 23 et 24 de la loi sur l'accès. Autrement dit, les secrets industriels et commerciaux, c'est bien beau, mais quand l'article 118.4 de la LQE s'applique, on n'en tient pas compte. Il n'y a pas de secret industriel et commercial quand on parle de l'article 118.4. C'est comme le chef, si on veut, de l'accès à l'information. C'est lui qui gagne à chaque fois. C'est le Joker. Alors, après cette décision, la fonderie est allée en appel à la Cour du Québec. Cette planche, c'est probablement la moins intéressante de ma présentation. Les arguments en appel sont nécessairement très étroits parce que le principe général d'un appel, c'est qu'on ne fait pas le procès au complet. On ne va pas ramener les témoins, on ne va pas recommencer tout. On va juste regarder si la première instance, dans ce cas-ci la commission d'accès à l'information, est-ce qu'elle a commis des erreurs? Et en plus, dans le cas de la commission d'accès à l'information, la loi prévoit que ce n'est pas juste un appel général, c'est vraiment juste un appel sur les questions de droit. Donc, tout ce qui concerne l'évaluation, la crédibilité des témoignages, quel fait je retiens, quel fait je ne retiens pas, tout ça, en théorie, ne pourrait pas être débattu à la Cour d'appel, à la Cour du Québec en appel. Donc, essentiellement, les arguments de la fonderie, c'est une énumération de ce qu'elle considérait des erreurs dans la décision et les arguments et du ministère et dans le mémoire que nous avons préparé pour Marc Nantel, c'est la commission n'a pas commis d'erreur, essentiellement. Alors, pourquoi parler de ce dossier? C'est quoi l'importance? En fait, la question un peu plus légale, c'est quoi exactement la portée de l'article 118.4 de la LQE, un article super important. Mais une autre façon de le voir, c'est il doit y avoir quelque part une limite entre l'accès à l'information pour les citoyennes et les citoyens concernant leur environnement et, d'autre part, légitimement certaines règles qui protègent les intérêts des entreprises qui ont des autorisations ou qui demandent des autorisations. Elle est où, cette ligne? C'est ça qui est en jeu dans ce dossier. Et c'est un dossier où s'il fallait y avoir vraiment une décision d'un côté ou de l'autre qui pose un principe important, ça peut avoir un impact important autant sur les citoyens, d'un côté, si Marc Nantel gagne, ou sur les entreprises, si la fonderie devait gagner en appel. Alors, c'est un dossier que je considère important. L'audience s'en vient le 21 novembre. Souhaitez-nous bonne chance. Et pour celles et ceux qui souhaitent continuer à être informés, n'oubliez pas de vous abonner à notre infolettre, soit en scannant le code QR dans la fiche à l'entrée ou en ajoutant votre nom. Je voudrais remercier aussi la Chambre des notaires pour leur soutien précieux et
vous remercier aussi pour votre écoute. Ça va me faire un grand plaisir de répondre à toutes sortes de questions, d'avoir un échange, une discussion avec vous.